45e aventure. Comment Seigneur Renard, Messire Noble le Roi et Grimbert firent de beaux discours qui ne persuadèrent personne, et comment Messire Noble donna connaissance à Seigneur Renard de l'acte d'accusation. L'arrivée de Seigneur Renard et de Grimbert causa un grand mouvement dans l'assemblée des barons. Il n'y eut bête qui ne témoignât la plus vive impatience de soutenir l'accusation. Isengrin, le connétable, aiguise même déjà ses dents dans l'espoir que le champ lui sera donné. Tibère et Brin brûlent de venger le premier sa queue perdue, le second le chapeau rouge qu'il a porté. Chanteclair se dresse sur ses ergots, près de Rogneau, qui gronde et aboie d'impatience. Mais au milieu de toutes ces démonstrations de haine et de fureur, Renard, redevenu lui-même, affecte une apparente tranquillité. Il s'avance d'un air serein jusqu'au milieu de la salle, et après avoir promené lentement ses regards fiers et dédaigneux à droite, à gauche et devant lui, il demande à être entendu et prononce le discours suivant. « Sire roi, je vous salue, comme celui qui vous a rendu meilleur service, à lui seul, que tous vos autres barons réunis. On m'a diffamé auprès de vous, mon malheur a voulu que je n'ai jamais joui tout un jour de votre bienveillance. On me dit que grâce aux flatteurs qui vous entourent, vous voulez me faire condamner à mort. Peut-on s'en étonner quand le roi se complaît dans le rapport des gens sans honneur, quand il répudie le conseil de ses barons les mieux éprouvés? Dès que l'on abaisse les têtes pour exalter les pieds, l'État doit se trouver en mauvais point, car ceux que nature a fait serfs ont beau monter en puissance, en richesse, ils ont toujours le cœur servile, et leur élévation ne leur sert qu'à faire aux nobles de cœur et de naissance tout le mal possible. Jamais chien affamé ne se contentera de lécher son voisin. Les serfs ne sont-ils pas le fléau des pauvres gens? Ils conseillent les changements des monnaies pour enfler leurs bourses. Ils rongent les autres et profitent seuls de toutes les iniquités. Mais je voudrais bien savoir ce que Brin et Tibère viennent réclamer de moi. Assurément, ils peuvent, avec l'appui du roi, me faire beaucoup de mal, qu'ils aient eu tort ou raison. Mais enfin, si Brin fut surpris par le vilain Lanfroy, comme il mangeait son miel, qui pouvait l'empêcher de se défendre? N'a-t-il pas des mains assez larges, des pieds assez grands, des dents assez fortes, des reins assez agiles? Et si le digne Tibère fut pris et mutilé pendant qu'il mordait rats et souris, en quoi cela peut-il m'atteindre? Étais-je maire ou prévôt pour lui faire obtenir réparation? Et comment viendrait-on me demander ce qu'il ne serait pas en mon pouvoir de rendre? Pour ce qui regarde Isengrin, en vérité, je ne sais que dire. S'il prétend que j'aime sa femme, il a parfaitement raison. Quelle est donc l'occasion de la clameur levée? Mon amie, la noble dame hersante, ne me reproche rien. De quoi se plaint donc Isengrin? Comment sa mauvaise humeur pourrait-elle entraîner ma perte? Non. Sire Dieu m'en préservera. Votre royauté sans doute est très haute, mais je puis le dire en toute assurance, je n'ai si longtemps vécu que pour faire envers et contre tous acte de dévouement et de fidélité à votre endroit. J'en prends à témoin le Dieu qui ne ment pas, et Saint Georges, patron des preux chevaliers. Maintenant que l'âge a brisé mes forces, que ma voix est fêlée, et que j'ai même assez de peine à rassembler mes idées, il est peu généreux de m'appeler en cour et d'abuser de ma faiblesse. Mais le roi commande et j'obéis. Me voici devant son faux déteuil, il peut me mettre en charte, me condamner au feu, à la hart. Toutefois, à l'égard d'un vieillard, la vengeance serait peu généreuse. Et si l'on pendait une bête telle que moi sans l'entendre, je crois qu'on en parlerait longtemps. À peine Renard avait-il fini que le roi noble, prenant la parole à son tour, « Renard, tu sais parler, et te défendre. Mais l'artifice n'est plus de raison. Maudite l'âme de ton père, et de la mauvaise femme qui te porta sans avorter. Quand tu aurais toutes les ruses de la fauvanaise dont parle le livre, tu n'éviterais pas la punition de tes nombreux méfaits. Laisse donc là ton apparente sécurité, c'est de la renardie. Tu seras jugé puisque tu le demandes. Mes barons ici rassemblés décideront comme on doit traiter un félon, un meurtrier, un voleur tel que toi. Voyons, quelqu'un veut-il dire ici que ces noms ne te conviennent pas? Qu'il parle, nous l'écouterons. Grimbert se leva. Sire, dit-il, vous voyez que nous avons répondu à votre semonce. Nous sommes venus nous incliner devant votre justice. Est-ce à dire pour cela qu'il convienne de nous traiter outrageusement, même avant d'entendre la cause? Voici Seigneur Renard qui se présente pour faire droit et satisfaire à ce qu'on va lui demander. Si quelques clameurs s'élèvent contre lui, vous devez, sire, laisser à la défense liberté entière, et tous les moyens de repousser publiquement une accusation publique. Grimbert n'avait pas encore cessé de parler, quand se levèrent tous ensemble Isengrin, le loup, Rognos, le matin, Tibère, le chat, Tisselin, le corbeau, Chanteclair, le coq, Pinte, la geline, Drouin, le moineau, et Seigneur Coire, le lièvre. Sans parler de Brin, l'ours, de Frobert, le grillon,
et de la corneille et de la mésange. Le roi ordonne à tous de se rasseoir, puis lui-même expose les diverses clameurs levées contre Renard et soumises au jugement de la cour assemblée. 55e aventure. Comment Renard fut, par jugement des pairs, condamné à être pendu. Comment il ne le fut pas, et comment il rentra dans Maupertuis. Après avoir gravement exposé quelles étaient les clameurs d'Isengrin, de Brin, de Tibère, de Tisselin, de Frobert, de Drouineau, de Chanteclair et des dames peintes, Corneille et Mésange, le roi, s'adressant au baron assemblé, « C'est maintenant à vous, dit-il, de prononcer l'arrêt de ce grand malfaiteur, ou plutôt de décider de quel supplice il devra mourir. » La réponse de la cour fut que Renard était atteint et convaincu de trahison, et que rien ne pouvait le défendre des fourches qu'il avait méritées. « Vous avez bien dit, fit le roi. Qu'on dresse le gibet, nous tenons le coupable, il ne faut pas qu'il nous échappe. » Les fourches furent dressées sur une roche élevée. On se saisit de Renard, on l'oblige à gravir la montée. Cointreau, le singe, lui fait la moue, et de sa patte lui soufflette le museau. Les autres, à qui mieux, le tiraillent et le poussent. Coire, le lièvre, lui jette une pierre, mais de loin, et quand il est déjà passé. Malheureusement pour lui, Renard venant alors à tourner la tête, fronça le chef, et Coire eut tellement peur qu'il se cacha sous une haie et ne reparut plus. Il voulait, dit-il, regarder de là l'exécution plus à son aise. Pour Renard, au moment d'atteindre les fourches, il eut recours à son expédient qu'il tenait en réserve. Il annonça qu'il avait à faire d'importantes révélations. Le roi ne put se dispenser de l'entendre. « Sire, dit-il, vous m'avez fait saisir et chargé de chaînes. Vous avez décidé que je serais pendu. Je suis, je l'avoue, un grand pécheur, mais vous ne voudrez pas m'ôter les moyens de me réconcilier avec Dieu. Permettez-moi de prendre la croix. Je quitterai le pays. J'irai visiter le Saint-Sépulcre. Si je meurs en Syrie, je serai sauvé, et Dieu vous récompensera de m'avoir fait rentrer en grâce avec lui. » Disant cela, il lui va tomber aux pieds, et le roi ne put s'empêcher d'être grandement touché. Grimbert, venant en aide à son cher cousin, « Sire, je me porte garant de Renard auprès de vous. Défendez-le du supplice, et jamais il ne fera de tort à vous ni à d'autres. Recevez pour Dieu votre baron à merci. S'il est pendu, quel déshonneur pour toute sa lignée! Et vous le savez, elle est de haut parage. Combien de services ne pouvez-vous encore en attendre? Vous aurez, avant 6 mois, besoin d'un vaillant homme d'armes. Laissez Renard passer outre-mer. À votre premier appel, il reviendra. »« Non pas, répondit Noble, car la coutume des croisés est de retourner pire qu'ils ne sont partis. Ceux mêmes qui étaient des meilleurs à l'aller sont mauvais au revenir. Eh bien, sire, il ne reviendra pas. Mais au nom du ciel, qu'il parte. » Noble, se tournant alors vers Renard, « Ah, méchante créature, toujours éloignée du droit chemin, n'as-tu pas 100 fois mérité la hare qu'on t'avait préparée ?»« Merci, gentil roi, cria Renard. Recevez ma foi. Jamais je ne serai l'occasion de clameur. Je ne devrais pas te croire, mais j'atteste tous les saints de Bethléem que si j'entends encore mal parler de toi, rien ne te garantira du supplice. » Renard voit bien que le roi lui accorde la vie, mais Noble fait plus encore. Il lui tend les mains et le relève. On apporte la croix. C'est Brin qui, tout en blâmant la faiblesse du roi, la lui attache sur l'épaule. D'autres barons, non moins contents, lui présentent l'écharpe et le bourdon. Voilà donc Renard, un bourdon ou bâton de frêne à la main, l'écharpe au cou, la croix sur l'épaule. Le roi lui fait déclarer à ceux qui l'ont condamné qu'il ne conserve contre eux aucun mauvais vouloir. Il est résolu de renoncer à la vie de mauvais garçon. Avant tout, il tient au salut de son âme. Tout ce qu'on lui demande, Renard l'accorde sans hésiter. L'heure de nonne arrivait quand il prit congé de la cour. Mais dès qu'il se sentit libre et qu'il eut mis les murs et le plessis entre les barons et lui, son premier soin fut de défier ceux qui venaient d'apaiser par son repentir. Il n'accepta que messire Noble. Ici, je ne dois pas omettre qu'avant de prendre congé, il avait trouvé, dans le courtil du palais, Madame Fière la reine. « Seigneur Renard, lui avait-elle dit, priez pour nous, outre-mer. Nous prierons ici pour votre retour. »« Dame, fit Renard en s'inclinant, la prière venue de haut est la chose la plus précieuse du monde. Heureux celui pour qui vous prierez. Il aura grand sujet de démener joie. Oh, que j'accomplirais heureusement mon pèlerinage, si j'emportais en Syrie un gage de votre amitié. » La reine alors détacha l'anneau de son doigt et lui tendit. Renard prit à peine le soin de l'en remercier, mais il dit entre ses dents « Cet anneau, je ne le rendrai pour rien au monde. » Et l'ayant passé à son doigt, il avait reçu, comme on a vu, congé de toute la cour, et piqué des éperons. Il fut bientôt près de la haie où la crainte retenait encore seigneur Coire le lièvre. Coire, se voyant découvert et n'osant essayer de fuir, lui dit d'une voix tremblante « Seigneur Renard, Dieu vous donne bonjour. Je suis bien content de vous revoir en bon point.
C'était un grand deuil pour moi que les ennuis dont on vous accablait tout à l'heure. Vraiment, Quar? Notre ennui vous affligeait? Ah mon Dieu, la bonne âme! Eh bien, si vous avez eu pitié de notre corps, je suis heureux de pouvoir me régaler du vôtre. Quar, entendant ces terribles paroles, il veut s'échapper. Il était trop tard. Renard le saisit aux oreilles. Par le corps bleu, Sir Quar, vous n'irez pas plus loin seul. Vous viendrez avec moi de bon ou de mauvais gré. Je veux vous présenter ce soir à mes enfants qui vous feront bonne fête. Et disant cela, il l'étourdit d'un coup de son bourdon. Puis il se remit en marche avec son prisonnier. Il gravit une montagne d'où l'on planait sur le vallon dont la cour du roi remplissait l'étendue. Il contemple de là ceux qui venaient de le condamner et qui murmuraient de la faiblesse de Noble. Il fait un grand cri pour attirer l'attention générale, et décousant aussitôt la croix qu'on lui avait attachée, « Sire roi, dit-il, reprenez votre lambeau, et Dieu maudisse qui m'encombra de ce bourdon, de cette écharpe et de toutes ces friperies. » Il leur jette bourdon, écharpe et croix, leur tend le derrière et reprend. « Écoutez, sire roi, je suis revenu de Syrie où j'étais allé par vos ordres. Le sultan Noradin, me voyant si bon pénitent, vous mande salut de par moi. Les païens ont tellement peur de vous qu'ils se mettent à la fuite dès qu'on prononce votre nom. Pendant qu'il se plaît à les gaber ainsi, Seigneur Quar prend ses mesures, s'échappe et mettant une bonne distance entre Renard et lui, retourne au lieu où siégeait la cour. Il arrive les flancs brisés, la peau déchiquetée, il se jette aux pieds du roi, il raconte en haletant le nouveau méfait dont peu s'en est fallu qu'il ne demeura victime. « Grand Dieu !» s'écrie Noble. « Malheur à moi d'avoir compté sur le repentir de ce larron infâme. Courez à lui, et s'il échappe, je ne le vous pardonnerai de ma vie. J'accorde franchise et noblesse à tous les enfants de ceux qui me l'amèneront. » Il fallait voir alors monter à cheval et piquer des deux éperons, pêle-mêle, Cerise en grain, Brun l'ours, Tibère le chat, Belin le mouton, Pelé le rat, Chanteclair le coq, Pinte la jolie, nécessaire, Ferrand le roncin, Rognos le matin, Blanchard le chevreuil, Tisselin le corbeau, Frobert le grillon, Petit Pourchasse le furet, Beausang le sanglier, Bruyant le taureau, Brichemer le cerf et Tardif le limaçon, chargé de porter l'oriflamme et de leur montrer à tous la route. Renard les voit accourir et reconnaît aisément l'enseigne développée. Sans perdre un moment, il se précipite dans une grotte, les bataillons ennemis l'y suivent de près. Il entend déjà les cris de victoire autour de lui. « Maudit roux, tes jambes ne te sauveront pas. Il n'y a Plessis, murs, fossés, fourrés, barrières, châteaux, donjons ou forteresses qui te garantissent. » Accablé d'une extrême lassitude, l'écume lui couvre la bouche et sa pelisse n'est plus à l'abri de la morsure des plus ardents. C'en est fait. On va lui fermer la retraite et le retenir prisonnier. Mais en ce moment, il découvre le sommet de Maupertuis et cette vue ranime ses espérances. Il gagne enfin cet asile, impénétrable à tout autre. Maintenant que Noble en forme le siège, il y passera plusieurs années avant d'en briser les portes. Renard a des vivres pour longtemps. Il attendra tout à son aise ceux qui le poursuivent. Sa femme, qui l'honore et le vénère, averti par les trompes de l'armée royale, vint recevoir son noble époux à la première entrée, dans la compagnie de ses 3 fils, Percehaie, Malbranche et Rovelle. Il est alors entouré, caressé, embrassé. On visite ses plaies ouvertes, on les lave de vin blanc, puis on l'assoit sur un coussin moelleux. Le dîner est servi, Quar manquait seul à la fête, mais Seigneur Renard était si las qu'il ne put guère manger que le filet et le croupion d'une geline. Le lendemain, il fut saigné et ventousé, et quelques jours suffirent pour lui rendre ses anciennes forces et la meilleure santé.